Je voudrais appeler maintenant parmi nous, s'il est là, je crois qu'on m'a dit qu'il était arrivé, le ministre Olivier Becht, qui est ministre... Ah, il est là. Le ministre du Commerce extérieur, qui nous fait le grand honneur de représenter l'État français dans l'exercice du pouvoir, puisqu'ici, il n'y a que des anciens. Voilà un nouveau. C'est avec un bonheur que nous l'accueillons. Il est aujourd'hui donc ministre du Commerce extérieur de la France. Donc c'est lui qui est en charge de notre commerce international, de cette fonction commerciale, qui, on le disait, le beau commerce est une fonction pacifique essentiellement, même s'il y a un certain nombre de rapports de force. Et c'est, je crois, très important de voir qu'il est aujourd'hui dans une situation difficile, puisque, au fond, les coûts de l'énergie, il a des forces adverses qui font que dans les balances commerciales, il y a un impact des circonstances étrangères qui sont pas, je dirais, du fait des entreprises, puisqu'il est le leader, je dirais, pour les entreprises, essayer de faire en sorte qu'elles se développent. Ici, le monde du cognac dont on a parlé est un bel exemple de ceux qui se battent et font rayonner le pays. Mais ce que nous voudrions savoir en t'écoutant sur ces sujets-là, avant d'aller à notre déjeuner, nous avons encore une place avant les entrées pour de la substance, et cette substance, c'est de voir un peu où on en est aujourd'hui de la détérioration des règles de l'OMC, etc., de la santé du commerce international. Et puis, nous en avons parlé déjà tous les deux, peut-être que ta nature d'être parlementaire alsacien, tu pourras nous dire aussi un mot sur les relations franco-allemandes, puisqu'au fond, tu es mieux placé que quiconque pour les mesurer, les analyser, parce que dans tout ce que nous avons dit, nous avons toujours pensé que la relation avec l'Allemagne était une relation de force fondamentale, nécessaire. Donc, la santé du commerce mondial est là. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le commerce mondial comme vertu pour progresser dans un monde plus pacifique, premièrement. Et puis deuxièmement, dans cette question du sursaut européen, du besoin qu'a le monde d'une Europe forte et du besoin que nous avons besoin d'une Europe forte, comment se positionne aujourd'hui la question franco-allemande? Tu arrives du Civraisien, tu as respiré le bon air du Poitou, donc je pense que aujourd'hui, tout est fait pour une belle intervention. Le pupitre est à toi. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre, Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui ici dans la Vienne. Et tu viens de le dire, j'ai eu le bonheur ce matin de pouvoir cheminer dans le Poitou pour découvrir, à la fois en tant que ministre en charge du commerce extérieur, mais aussi de l'attractivité qu'il y a les entreprises installées, de nombreuses entreprises, notamment à capitaux polonais et américains, qui se sont installées et qui exportent entre 70 et 80% de leur production à l'étranger. Si toutes les entreprises françaises faisaient ça, je serais évidemment un ministre du commerce extérieur extrêmement heureux, puisque nous n'aurions plus de déficit de la balance des biens. Mais je ne pense pas que ce soit pour m'exprimer sur le déficit commercial que vous m'ayez invité ce matin. Et cher Jean-Pierre, hier soir, tu m'as dit effectivement quelle est ton analyse politique, géopolitique, sur la question du commerce, et est-ce que le commerce peut servir, dans le contexte actuel, un peu de corde de rappel pour essayer de changer cette gouvernance mondiale. Ce qui m'a permis de laisser dans la voiture le discours que mon cabinet m'avait préparé et de vous livrer ici quelques réflexions qui sont à la fois des réflexions personnelles, mais qui, j'espère, peuvent vous guider aussi dans votre analyse, qui bien sûr n'engage pas complètement le gouvernement, mais qui, je pense, s'inscrivent aussi dans l'esprit que nous souhaitons mettre en place. Et je conclurai sur la question du franco-allemand, parce qu'elle me semble fondamentale aujourd'hui dans la question de la construction européenne et de la manière de répondre finalement à la question que tu poses. Parce que si on pose la question de but en blanc, j'ai réfléchi, tu vois, hier soir en nous quittant, est-ce que le commerce suffira à lui seul à servir de corde de rappel et à permettre une réforme de la gouvernance mondiale? Instinctivement, je dirais non.
Comme je suis un optimiste invétéré, je répondrai oui, mais peut-être pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'en réalité, le commerce international, il est affecté, comme toutes les autres composantes de notre société, par les chocs qui percutent aujourd'hui nos différentes sociétés au niveau mondial. Les chocs technologiques, d'abord, je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais vécu, jamais, une période où, en moins de quelques décennies, nous avons à la fois un choc sur les nanotechnologies, un choc sur le numérique, les biotechnologies et les neurotechnologies. Les conséquences à la fois techniques mais aussi sociales de ces chocs sont bien plus importantes que toutes les révolutions qu'on a connues par le passé, que ce soit l'invention de la roue, de l'imprimerie, du moteur à explosion, avant de la machine à vapeur ou encore du nucléaire. Ces chocs-là, d'un point de vue technologique, vont profondément modifier les rapports de force au niveau mondial. Je prends souvent une petite comparaison pour montrer, parce qu'on parle souvent du numérique, de l'intelligence artificielle. Moi, je commence généralement par la question des nanotechnologies. Et dans les nanotech, je prends souvent la comparaison, celle du cheveu. Bon. Quand on était en cours de physique, en seconde ou en première, je ne sais plus, on faisait des expériences avec des transistors. Le transistor faisait à peu près la phalange d'un doigt. Aujourd'hui, sur la largeur d'un cheveu, je ne parle pas de la longueur, la largeur d'un cheveu, vous gravez 10 000 transistors. Aujourd'hui, l'ordinateur le plus puissant fait 1 milliard d'opérations par seconde. Choc nanotechnologique, choc numérique derrière, qui permettra le développement de l'intelligence artificielle. La biotechnologie, la génomique, qui va à la fois changer le rapport que nous avons à la vie elle-même et permettre probablement de prolonger celle-ci bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui, et donc de bouleverser les rapports démographiques. Et les neurotechnologies, qui, je pense, est la révolution dont on parle le moins, et qui est celle qui, pour moi, a le plus de conséquences sur à la fois l'humain et la société. C'est la connexion du cerveau humain à la machine, pour le meilleur de la santé dans un sens, pour le pire en matière à la fois de contrôle sociétal, d'implication familiale, religieuse, voire militaire. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je le relie au commerce mondial? Tout simplement parce que jusqu'à présent, le commerce mondial, il a assis sa compétitivité sur deux choses. D'un côté, l'énergie, et de l'autre, la disponibilité de la main-d'œuvre. Bon. Ce qui a permis, mine de rien, un certain nombre de zones qui n'étaient pas à la pointe de la tech, de pouvoir commercer et de pouvoir se développer parce qu'ils avaient de l'énergie ou parce qu'ils avaient une main-d'œuvre abondante. Bon. Le changement de rapport va faire en sorte que demain, les grandes puissances commerciales seront celles qui maîtriseront la tech. Et cela va profondément renforcer le fossé entre, d'un côté, le monde occidental et de l'autre, le Sud global, dont vous avez déjà certainement parlé ce matin. Et ça n'œuvrera pas, malheureusement, au rapprochement et donc à la régulation d'une nouvelle gouvernance mondiale. Le choc démographique qui s'inscrit finalement dans le premier, n'œuvrera pas non plus au rapprochement de cette gouvernance mondiale, parce que aujourd'hui et pour l'avenir aussi, le Nord restera un grand marché développé, lorsque le Sud sera un grand marché démographique, mais avec une maturité économique qui ne sera pas nécessairement suffisante pour absorber, avec une classe moyenne, les nécessités d'une production de masse. Derrière, nous avons le choc climatique, qui lui aussi va peser sur le commerce mondial. 50% de la population mondiale, donc une grande partie des consommateurs, vivent à proximité immédiate de la mer, et plus de 60% de la valeur produite est produite justement dans des zones qui pourraient, à l'échéance de ce siècle, être submergées. Donc nous allons avoir aussi, de ce point de vue-là,
des bouleversements majeurs qui impacteront le commerce mondial et auquel il faudra réagir, probablement d'ailleurs aussi par la technologie. Se rajoute à cela ce que moi j'appelle le choc égotique, qu'on voit bien d'un point de vue individuel, qu'on voit dans nos sociétés par le fameux triptyque « tout pour moi, ici et maintenant », et qui finalement est peut-être à travers l'individualisme devenu le chantre des sociétés occidentales, mais qui, à travers l'outil magique du smartphone, que nous faisons produire d'ailleurs dans les sociétés qui étaient souvent les moins individualistes, les plus centrées sur le collectif, eh bien, va lui aussi diffuser cet appel à l'individualisme. Il n'y a qu'à voir le rôle du smartphone, des réseaux sociaux dans les révolutions du printemps arabe, pour voir que, inévitablement, à un moment ou à un autre, dans d'autres de nos sociétés, y compris d'ailleurs en Asie, là où le phénomène de l'individu est peut-être le moins marqué au profit du collectif, eh bien même dans ces sociétés, nous aurons demain des bouleversements majeurs qui, eux aussi, impacteront le commerce mondial. Et enfin, last but not least, un dernier choc, qui est le choc géopolitique, qui en fait est le choc égotique appliqué aux relations internationales, voilà, amène fondamentalement un certain nombre d'États à se détacher du multilatéralisme. Et c'est ce que nous connaissons maintenant depuis quelques années, avec de plus en plus de comportements unilatéraux. Nous l'avons vu récemment avec la Russie et l'invasion injustifiée de l'Ukraine. Mais en réalité, sur un plan du commerce, nous avons vu ces comportements unilatéraux se traduire à la fois en Chine par des mouvements de subvention massive d'un certain nombre de produits contraires aux règles de l'OMC, et nous avons vu les États-Unis d'Amérique, eux-mêmes pionniers dans le commerce mondial, mettre en place un programme, l'Inflation Reduction Act, à l'origine 369 milliards d'euros, dont 200 milliards qui sont contraires aux règles de l'OMC, puisque conditionnés à un fameux contenu local qui ne rentre pas dans les règles. Et donc, si vous voulez, si on fait l'addition de tout ça, on se rend compte que le commerce va être impacté, le commerce international va être impacté par un certain nombre de chocs, comme notre société tout entière l'est, et que si la question est de savoir est-ce qu'à lui seul, il va permettre de réformer la gouvernance mondiale, la réponse est probablement non. En tout cas, pas tout de suite, parce que la plupart de ces chocs risquent de créer, malheureusement, on va dire, un non-optimum au niveau commercial. On voit bien que, à mesure que le multilatéralisme s'érode, on a de nouveaux modes d'organisation qui sont en train de s'établir, le friendshoring pour certains, avec pour l'Europe, et c'est une très bonne chose pour moi, la diversification des sources d'approvisionnement et donc des accords, la relance d'accords commerciaux que nous faisons notamment aujourd'hui avec la Nouvelle-Zélande, que nous faisons avec le Chili, les accords que nous sommes en train de négocier avec d'autres pays, avec l'Australie, avec les pays du Mercosur, avec l'Inde, qui permettent effectivement à la fois de diversifier nos sources d'approvisionnement et nos partenaires, tout en restant dans le cercle des démocraties dont nous parlions, voilà, la coalition, non pas forcément de valeurs sur l'Occident, mais la coalition des démocraties. Et puis de l'autre côté, d'autres qui s'organisent, certains étant d'ailleurs dans les deux camps, je pense notamment à l'Inde, à travers les BRICS, et qui eux aussi organisent des solidarités, notamment commerciales, plus locales. Alors, est-ce qu'il faut pour autant, une fois qu'on a dit tout ça, désespérer et se dire on va vers des temps difficiles? Eh bien, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que autant tous les chocs que je viens de décrire sont des défis incroyables pour l'humanité,
autant nous savons, parce que l'histoire nous l'a appris, que nous avons la capacité de résilience et que souvent, face au mur, c'est à ce moment-là qu'on fait les grandes réformes. Bon. Et le vrai sujet pour nous, pour la gouvernance mondiale, comme d'ailleurs pour le commerce, c'est de savoir est-ce qu'on est suffisamment intelligent pour les faire avant de traverser la période difficile, ou est-ce qu'il faut, comme on l'a fait pour l'Europe, hélas, on savait, dans l'entre-deux-guerres mondiales, nous savions qu'il fallait une construction européenne, tout était ou quasiment sur la table. La proposition de la Communauté européenne du charbon et de l'acier était sur la table dans l'entre-deux-guerres, la monnaie unique était sur la table dans l'entre-deux-guerres, et il a fallu malheureusement attendre de traverser une phase de chaos pour pouvoir les mettre en œuvre. Eh bien, je pense que si nous avons notamment l'intelligence d'apprendre de nos erreurs passées, nous pouvons avoir la force de faire un certain nombre de réformes avant de connaître cette période extrêmement compliquée. Et le prochain rendez-vous, il est très clair, il est au mois de février prochain à Abu Dhabi, avec la 13e conférence ministérielle de l'OMC, où il faudra poser de manière très claire le débat pour savoir est-ce que nous sommes ou non capables de réformer notamment le mécanisme de règlement des différends avec le blocage de l'organe d'appel, qui dépend en partie aujourd'hui des États-Unis d'Amérique, voilà, pour arriver à formuler cette nouvelle gouvernance dont nous avons besoin. Et mon sentiment, c'est que nous ne pouvons le faire aujourd'hui qu'avec une impulsion forte de l'Union européenne. Parce que c'est elle, plus exactement, c'est nous, Européens, qui sommes au milieu du jeu. Si les États-Unis s'écartent des règles de l'OMC, si la Chine s'en écarte des règles du jeu, l'Europe ne pourra pas rester dans le jeu. Donc il faut que ce soit l'Europe qui pose très clairement le débat. D'abord parce que c'est elle aussi qui est impactée de manière majeure par une partie des chocs que j'ai décrits tout à l'heure. Et c'est elle qui peut à un moment dire je ne serai pas la tranche de jambon dans le sandwich. Voilà. Si tout le monde arrête de jouer avec les règles du jeu, on ne peut pas être les derniers à jouer avec ça. Voilà. Donc nous avons un rendez-vous majeur. Et je pense que l'Europe, parce qu'elle est mue par un certain nombre de valeurs, parce qu'elle porte aussi dans ses traités aujourd'hui une nouvelle approche centrée sur les valeurs, le respect de l'humain et de la planète, de l'humain à travers les conventions de l'OIT, de la planète à travers notamment les accords de Paris, les règlements contre la déforestation, un certain nombre de mesures miroirs, eh bien nous pouvons le faire. Et donc c'est plutôt un message d'optimisme sur lequel je terminerai. C'est compliqué. Voilà. Ça dépendra bien sûr de nos partenaires, mais ça dépendra aussi de la capacité du couple franco-allemand à porter ensemble cette dynamique. Et pour habiter à 15 km de l'Allemagne, dans ce bassin rhénan qui a vu naître notamment l'humanisme au moment de la Renaissance, je pense que nous en avons les capacités et je pense qu'il faut accorder à nos amis allemands le fait qu'aujourd'hui ils traversent une période particulièrement compliquée pour eux, particulièrement compliquée, où ils doivent mettre en cause et réexaminer en même temps les trois boussoles stratégiques que sont leur conception du militaire, leur conception des alliances industrielles et leur conception des alliances énergétiques. Parce que sur les trois, la boussole n'indique plus le nord. Et donc, nous devons, avec nos amis allemands, reformuler ensemble les équilibres qui leur permettent de redéfinir eux-mêmes leur boussole stratégique et porter ensemble cette voie à la fois au niveau de l'Union européenne et de la porter ensuite au niveau mondial pour convaincre l'ensemble des pays du monde qu'il n'y a pas d'avenir, en tout cas pas d'avenir positif, si nous n'arrivons pas à rester ensemble, à commercer ensemble sur des règles qui sont des règles de droit, qui sont celles qui permettent à chacune et à chacun d'exister. La gouvernance mondiale doit exister. Il est vrai que celle qui existe aujourd'hui date de 1945, que la plupart des États n'existaient pas
au moment où elle a été fondée en 1945, que nous devons donc remettre un certain nombre de choses sur la table pour que chacun et chacune ait droit à une voix au chapitre, mais il n'y a pas de paix possible dans le monde s'il n'y a pas de multilatéralisme et s'il n'y a pas de règles de droit qui viennent à un moment ou un autre coordonner l'ensemble des relations interétatiques. Voilà, si vous voulez, les quelques réflexions que je voulais vous partager, qui pouvaient être un peu, on va dire, pessimistes d'entrée, mais comme je suis un optimiste invétéré, je vous l'ai dit, je pense fondamentalement que nous en avons les moyens. Plus que les moyens, nous en avons le devoir. Merci. Merci beaucoup, Olivier, de cette intervention dense sur notre commerce extérieur et sur ce message d'espoir. Maintenant, pour vous...